et c'est rare que je prenne 2 fois la parole dans la journée, mais comme je disais que depuis mon arrivée ici, j'ai senti qu'est-ce qui est dans l'esprit de cette ville. Je suis un homme de montagne, j'adore la montagne, et là, il y a tout ce qu'il faut pour moi. Donc, une raison de plus que je me sens tellement à l'aise ici. Donc, pour passer tout ce que je fais pour la photographie, c'est dans ces deux mots, photographie pour l'humanité. Comment la photographie peut aider et le marche de l'humanité. C'est dans ces termes que j'utilise la photographie depuis l'âge de 13 ans dans la ville de Tabriz en Iran, quand j'ai commencé à m'intéresser. Et il y a 2 raisons, c'est important que j'explique. Une première, c'est que j'étais à l'époque abonné à un journal de sciences et vie, et ça existe ici pour les jeunes, pour les ados. J'avais 13 ans, donc 67 moins 13, il y a 54 ans de ça. Et un jour, un éditorial de ce magazine, il finissait avec une grande phrase, il y a 54 ans, qui disait « Les illettrés de demain vont être ceux qui ne connaissent pas la photographie. » Il y a 54 ans. Les illettrés du XXIe siècle, ce sont eux qui ne connaisseront pas la photographie. Ça m'avait beaucoup touché. Donc, je commençais à m'intéresser, qu'est-ce que c'est la photographie, qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, un autre événement fondateur, c'était le jour où, à 10 ans, j'avais vu à l'école un grand attroupement devant la porte de l'école, avec beaucoup de bruit, des enfants qui couraient. Et quand je me suis rapproché, de l'autre côté de la porte, il y avait un petit enfant, un mendiant, presque pieds nus, qui voulait rentrer à l'école, et les autres enfants, ils le poussaient dehors. Et lui, il pleurait, il disait « Mais je vais juste voir à quoi ça ressemble l'école, laissez-moi rentrer ». Et les enfants, comme vous le savez, ils le poussaient, ils disaient « Non, non, tu ne peux pas rentrer ». Ça, j'ai essayé d'intervenir à cet âge-là, j'ai essayé de le faire rentrer à l'école. J'ai pris le même coup que lui avec les autres enfants. Et donc, c'était à ce moment où je me suis dit, les mots ne suffisent pas à expliquer, il faut d'autres choses. Et d'autres choses, c'était l'image. Et tout ça, ça m'a emmené finalement, au fur et à mesure, d'apprendre la photographie. Jamais pensé que ça peut devenir mon métier. J'ai fait l'étude d'architecture. Je suis devenu architecte, je travaillais comme architecte. Il y a eu la révolution en Iran, j'ai tourné pour faire des photos, donc de l'architecture à la photographie que j'avais appris toute seule. Je suis autodidacte, je n'ai jamais été dans une école, je n'ai jamais eu un maître de photographie. Les vrais maîtres, c'est certes les grands photographes que je regarde leur travail, c'est aussi les grands peintres. Louvre, c'était une grande école de photographie pour moi, ou d'autres musées de peinture ou l'art en général. Donc, je me suis concentré, et évidemment, il y a la révolution, mais il y a eu tout de suite la guerre en Iran. La guerre de République islamique ou l'État islamique iranien contre les Kurdes. C'était la première guerre que j'ai vue après la révolution en Iran. J'étais déjà publié énormément grâce à mon relation avec agence Sipa Press et magazine Newsweek. Donc j'étais déjà connu et mes photographies commençaient à grincer les dents des mollahs en disant « Mais c'est qui ce Reza qui publie toutes ces photos ?» Reza, en Iran, c'est le prénom le plus commun. Vous allez dans un endroit comme ça, derrière, vous mettez derrière, vous criez « Reza », il y a presque 50% des hommes qui vont se tourner. Donc c'est comme ça que j'avais choisi ce nom pour rester anonyme. Finalement, ils ont su qui j'étais, et les photos surtout des massacres des Kurdes que les mollahs y faisaient, qui étaient parus dans Match et dans plein d'autres journaux, ça m'a valu l'exil depuis 41 ans, et je continue parce que je crois à cette force. En parenthèse, pour vous dire que, au temps de Shah d'Iran aussi, quand j'étais étudiant, j'étais un activiste
un des premières où il avait commencé à photographier la pauvreté en Iran, la misère, et je les faisais des expositions clandestines. La nuit, j'arrivais dans les murs de l'université, je collais la photo et je courais. C'était la première utilisation, je dirais presque la photographie comme un manifesto militant politique dans le monde de cette forme. Parce que c'était dans un pays où il n'y avait aucune image qui n'était pas censurée. J'ai fait ça plusieurs années, de l'âge de 19 à 22 ans, dès que je pouvais coller, faire des expos sauvages. À 22 ans, finalement, j'ai été arrêté par le police secret du et j'ai passé 3 ans en prison, de 22 à 25 ans, dont les 5 premiers mois, j'étais confiné dans une petite cellule de 1 mètre sur 2, torturé constamment, parce qu'ils ne croyaient pas qu'un jeune garçon de 20 ans, il peut apprendre la photographie seul, il peut avoir un appareil photo, il peut aller faire des photos dans les banlieues, il peut avoir les idées collées, les photos. Donc pour eux, j'étais juste un petit agent d'un groupe politique ou un parti politique qui œuvrait pour eux. Et ils voulaient savoir qui étaient les commanditaires ou autres. Or, j'étais la seule personne qui avait eu l'idée, qui avait fait des photos, qui collait, qui en cachette, tout ça. Donc, bref, c'est comme ça que la photographie, quelque part, est devenue mon mode de vie. Depuis la guerre, et de guerre en guerre, je me suis rendu compte que les vraies victimes des guerres, ce sont des enfants en première et les femmes en deuxième. Donc, je me suis beaucoup consacré sur photographier les enfants. Exemple de cette photographie, une petite fille dans un village en Afghanistan, le village où Ben Laden il vivait et qui était le village le plus bombardé de toute l'histoire d'Afghanistan. Vous pouvez imaginer ces 40 ans que j'ai voyagé dans plus de 115 pays du monde et que j'étais dans presque toutes les guerres, malheureusement en Asie, en Afrique, en Moyen-Orient, depuis 40 ans. J'ai vu des dizaines de milliers de morts, de blessés, mais ce qui m'intéresse, la photographier, c'est les survivants, c'est le regard des survivants. C'est à ce moment où on sent les horreurs de la guerre. Quand Dominique il disait que je ne me nomme pas le photographe de guerre, mais je dis non, je ne suis pas un photographe de guerre, je suis un correspondant de paix, mais je vais aller dans les zones de guerre pour montrer l'horreur de la guerre. Et ça, c'est comme ça qu'on le voit. Ou celle-là, encore dans un bombardement des Russes dans un village en Afghanistan, évidemment le village détruit, mais c'est ça qui m'intéresse, c'est ça que pour moi, ça peut devenir un message, ça peut devenir une photographie que tout le monde peut regarder. Vous voyez, ce qui se passe aussi dans la guerre, c'est qu'un enfant perd son enfance. Elle vient d'entendre les avions, les bombardements, on ne sait plus si elle a 50 ou 50 ans, tout de suite. Les enfants, ils perdent leur enfance dans la guerre dès le premier bruit de guerre. Quand Afghanistan était envahi par les Russes, et quand je dis les Russes, on va dire Union soviétique, ils s'appelaient, mais c'était juste un changement de branding. En réalité, l'Union soviétique, c'était les Russes qui tenaient, c'était leurs idées, leurs concepts. Donc, c'est pour ça que j'ai dit l'armée de Russie avait envahi. Et les bombardements terribles, parce que c'est une des armées qui est sans loi, sans foi. Même si toutes les armées dans toutes les guerres sont sans loi, sans foi, mais l'armée de Russie, c'en est une que j'ai vue, les actes qui mènent, comment elle est. Et ça, c'était des réfugiés. On voyait des millions, des milliers de réfugiés sur les routes. Donc, je me suis intéressé aussi à travailler, à photographier les réfugiés. Étant donné que moi-même, je suis exilé, donc je connais qu'est-ce que ça veut dire d'être obligé de partir d'un seul coup et laisser tout ce qu'on a de chez soi. Donc, ces photographies, c'était important. Là, c'est une de mes premières photos d'Afghanistan aussi.
l'homme qui avait quitté Afghanistan pour, après que son village était bombardé, mais qu'il n'avait pas voulu aller plus loin que l'autre côté de frontière en disant « je veux rester là, je vais mourir là, parce que j'ai envie de voir mon pays ». À la fin de la première période de guerre en Afghanistan, quand les Russes étaient finalement mis à l'échec, qui ont quitté Afghanistan avec l'arrivée de Gorbatchev qui voulait changer, j'ai appris une chose en travaillant avec ce peuple, c'est que ce peuple était envahi depuis Alexandre le Grand jusqu'à nos jours par tous les empires, sauf l'Empire romain et grec. Tout le monde, tous les autres empires, ils ont envahi Afghanistan. C'est le peuple, je dirais, le plus pauvre quelque part du monde, un petit nombre de gens. Ils ont pu se battre contre tous ces empires et ils ont mis à l'échec tous ces empires. Il n'y a pas une seule armée du monde qui n'a pas connu un échec en Afghanistan. Mais il y a quelque chose de plus métaphysique, je dirais, par rapport à ça. C'est que presque tous les empires qui ont perdu une guerre en Afghanistan, après, ils ont perdu leur empire aussi. Et ça, c'est incroyable. Le dernier soldat de l'Union soviétique, ou l'Empire russe, a quitté Afghanistan le 15 février 1989. Le mur de Berlin est tombé en novembre 1989. Donc, voilà comment le mur de Berlin était tombé quelque part, c'est parce que c'était cet échec de cette armée. C'est pour ça que quand je parle de l'Afghanistan, j'ai dit, vous savez, les Afghans, c'est eux qui ont fait tomber le mur de Berlin à la fin. C'était l'échec de cette grande armée qui a fait tomber. Et j'ai contacté à cette période, 89, en me disant, vous connaissez très bien, maintenant les Russes sont partis, on a un grand programme de l'aide et vous devenez le directeur de l'opération. Donc j'ai quitté la photographie en 89 pendant 1 an. J'étais directeur de l'opération des Nations Unies pour Nord-Afghanistan. J'avais 70 000 tonnes de blé à distribuer. J'ai mis en place 10 000 ouvriers qui ont fait le travail de Food for Work pour travailler pour... j'ai dit que je ne vais pas distribuer une seule graine de blé gratuit, mais que si vous travaillez, vous construisez vos routes et vos canaux d'irrigation, je vous payerai. Donc j'ai lancé avec cette aide dans 4 provinces un vrai travail de reconstruction de pays. Et un de ces jours, il y a eu un tremblement de terre terrible. J'ai pris ma voiture de Nations Unies pour aller dans les montagnes, dans les villages, pour voir ce qui se passe. Et quelques heures après, dans ces routes de montagne qu'on ne trouve pas, c'est presque les petites pistes que vous allez, il y a eu la neige et j'étais bloqué. J'avais perdu le chemin. L'essence, il commençait à finir. La connexion radio, la seule connexion, il n'y avait pas de téléphone portable en 89. Donc, j'étais en train de presque tout finir. Pas de connexion, pas de benzine. Et je voyais quelques loups qui sont en train de se rapprocher en se disant on va se faire un directeur des Nations Unies pour ce soir. Et d'un seul coup, de loin, je vois un petit point qui se rapproche. Et c'était eux. Donc, comme j'ai mon appareil toujours, ça c'était une des... La seule clause que j'avais mis dans les Nations Unies, que je travaillerai pour vous si je peux avoir mon appareil et faire des photos. Ils avaient accepté ça. Je les vois de loin qui se rapprochent, je fais la photo, et d'un seul coup, je me rappelle que ce couverture vert, c'est ce que dans le bureau des Nations Unies, il y a 3 jours, nous avons distribué, j'avais reçu 1000 couvertures, et on avait distribué ça dans les 1000 familles réfugiées. Et donc je connais la couverture que j'ai distribuée il y a 3 jours. Et là, je suis perdu en montagne. Je n'ai plus aucun moyen de retour. Et cet homme qui vient, il me reconnaît
Monsieur le directeur des Nations Unies, merci beaucoup, vous nous avez beaucoup aidés, j'avais donné du blé et plein d'autres choses, vous avez sauvé notre vie. Je rigole, je me souviens toujours, j'ai dit mais non, ça c'était il y a 3 jours, aujourd'hui c'est vous qui venez sauver ma vie. Donc où est le chemin? Et c'est comme ça que j'ai appris aussi chemin de faisant, en faisant des photos, qu'on peut apprendre des leçons constamment si on ouvre les antennes qu'il faut qu'ils apprennent. À partir du moment où on se considère comme humble citoyen de ce monde, eh ben, chaque personne devient un maître à penser. Chaque personne devient quelqu'un qui peut vous apprendre des choses. Et ça, c'était un des moments très importants pour moi. J'ai donné il y a 3 jours quelque chose. 3 jours après, les mêmes personnes, ils viennent de sauver ma vie. D'où arrivé, on ne sait pas. Une grande rencontre aussi en Afghanistan, c'était Massoud. Massoud, qui est l'homme qui est assis à droite, et celui qui voyait avec un appareil à gauche, c'est moi. En 85, la première rencontre, ça m'a pris 3 mois de marche dans les montagnes pour chercher un homme que 100 000 soldats le cherchaient, que tous les agents secrets du monde y cherchaient, beaucoup y voulaient l'abattre, et que finalement, après 3 mois de marche et 3 embuscades que les Russes ils voulaient m'arrêter, ils savaient, les espions russes partout. Et finalement, je le retrouve, et une petite anecdote, c'est que j'avais fait une petite étude sur le personnage par les gens qui le connaissaient, et on m'avait dit que c'est un joueur d'échecs. Dans 2 termes, aussi bien un stratège politique qu'un vrai joueur d'échecs. Et je suis un joueur d'échecs aussi, simplement joueur d'échecs, pas dans la stratégie. Et, donc je me suis dit, comme en Orient, on va chez des gens, on amène un cadeau, j'amènerai un petit cadeau pour lui qui était ce petit jeu d'échecs pliant. Et ça, c'était notre première rencontre quand je l'ai vu et que j'ai mis. Et il m'a dit, on va jouer ensemble. Et c'était le moment où la discussion a commencé. On parle la même langue. On a fait les mêmes études. Il était ingénieur civil, mais dans les mêmes années que moi, j'avais fait des architectures, il avait fait ça. Et après, on aimait les mêmes poètes. Exactement, le Rumi, Hafez, Saadi, ce sont les grands poètes persans. Donc, petit à petit, ça a créé un lien fort entre nous qui a duré jusqu'à maintenant, même s'il est mort, mais l'amitié, vous savez, ça reste, ça continue. Et ce qui m'a emmené faire ce portrait, un des premiers portraits que j'ai fait de lui en réalité, c'était un moment où nous étions en train de traverser une rivière, on était jusque-là dans l'eau, les avions russes arrivent, ils commencent à bombarder, tout le monde part dans tous les sens. On était une trentaine des hommes de Massoud et lui, et je me trouve tout seul au milieu de rivière avec mes appareils que j'avais mis sur la tête pour traverser mon sac, le donkey bag qu'on avait, vous savez. Et Massoud, il est revenu vers la rivière, il a pris ma main, il m'a emmené avec lui dans une petite grotte qu'il avait creusée contre le bombardement. On a resté 3 heures en attendant que le bombardement finisse. Et c'est à ce moment, mes photographies ne sont pas mises en scène. Une des raisons pour lesquelles j'ai toujours mon appareil, c'est parce que dès que je vois quelque chose, je dois le faire. Et si je l'ai raté, tant pis pour moi. Parce que la réalité est plus forte que toute forme de mise en scène. Et ici, je parlais avec lui en 85. J'avais en face de moi un homme que j'ai connu quelque part, un peu, mais on ne croyait pas que ça peut devenir ce qu'il est. Je voyais que c'est quelqu'un d'important. Et en discussion, en 85, il me dit « Monsieur Reza, vous allez voir, d'ici 5 ans, l'Union soviétique va tomber. » Je ris évidemment à l'intérieur en me disant « Ce jeune homme, il est en Afghanistan, il ne connaît pas ce que ça veut dire Union soviétique, il ne sait pas ce que c'est la force, il ne sait pas que toute l'Europe, toute l'Amérique, depuis 40 ans,
Depuis le temps de Churchill, ils essayent de battre l'Union soviétique, ils n'arrivent pas. Et lui, devant moi, il dit, mais vous allez voir, d'ici 5 ans, je vais le faire tomber. Je vais le faire tomber. Avec une telle lucidité. Donc, je ne le crois pas. Je me suis dit, bon, beaucoup de gens, ils peuvent dire des choses. Mais je lui pose une question. J'ai dit, OK, imaginons que vous allez battre l'Union soviétique, les Russes, ils vont partir. Et après, entre vous, les Afghans, comment ça va passer? Avant de me répondre, voilà son visage. Et la prophétie qui disait que je vais faire tomber les Russes d'ici 5 ans. Ça, c'était 85. 4 ans seulement après, c'était tombé. Et là, quand j'ai dit, entre vous, les Afghans, comment ça va passer? Et là, c'est le visage que je vois. Et à ce moment, je fais ce portrait de fait le tour du monde et qu'aujourd'hui, partout, enfin, dans le monde, en Afghanistan surtout, ils sont mes photographies de lui qui est partout, partout, partout. Là, c'est au temps de Taliban, c'était traversé d'une rivière, un documentaire que je faisais pour National Geographic, la télévision, et magazine américain de Vanity Fair. Et on devait traverser la rivière sur cette peau de vache qui est gonflée. Et après, j'avais lu dans les récits d'Hérodote qu'Alexandre et ses soldats, ils ont traversé exactement la même rivière sur le même raft il y a 2000 ans. Donc rien n'était changé quelque part après. Les guerres, donc, j'ai connu, je continue à côtoyer, à les connaître. Et en même temps, il y a des choses qui se passent dans les moments de guerre qui est forte et importante. Une des choses très importantes, c'est la résilience. S'il y a un mot que pour moi, c'est de dire qu'est-ce qui se passe dans la guerre, je dis, bon, certes, il y a la brutalité, il y a l'extrême brutalité de l'homme qu'on le voit, mais il y a une résilience aussi. J'étais témoin, malheureusement, de massacres et de génocides avant, pendant et après Rwanda et Burundi. De ce qui s'est passé dans Rwanda, Burundi, les Hutus et Tutsis. Ce que je voyais, certes, c'était terrible. Vous ne pouvez pas imaginer cette brutalité de rentrer dans un endroit comme ça et d'un seul coup, les gens avec les machettes qui coupent tout le monde. C'est inimaginable de voir la brutalité. Mais de l'autre côté, vous aviez des réfugiés qui avaient tout perdu, comme ces hommes-là, qu'on le voit, qu'ils avaient traversé les rivières, les lacs, ils s'étaient cachés pendant des jours dans les forêts pour arriver à un endroit, un camp de réfugiés, MSF, là, à Bukavu. La minute qu'ils arrivaient, qu'ils avaient tout perdu, qu'ils avaient passé des semaines de cachés, de nez à manger, ils se mettaient à construire leur baraque, le camp de réfugiés, ils participaient à ça. Et ça, c'était cette joie que je voyais, que la vie est plus forte que tout. La vie est tellement belle et tellement forte que ça vous attire, que ça vous emmène à accepter le pire des choses parce que vous croyez à la beauté de la vie. Donc ça, c'était... Évidemment, dans beaucoup de guerres, il y a une arme qui est le plus lâche, qui est utilisée par tous les soldats du monde, c'est le viol pendant la guerre. Ça, c'est quelque chose de terrible. Ça laisse des traces pendant des générations et ça continue constamment. Et en Rwanda et Burundi, comme j'avais vu aussi dans les Balkans, dans d'autres, la viol, c'était une arme terrible utilisée. Et beaucoup des femmes qui sont enceintes, et là, c'était aussi de comprendre qu'une partie, peut-être des fois même plus que moitié, qui sont enceintes, elles disent « je vais garder mon enfant, c'est mon enfant », même si c'est l'enfant de viol. À partir de ce moment, vous avez la communauté qui se tourne contre la femme et son bébé, qui dit « non, 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 on ne veut pas cet enfant, non, 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 c'est l'enfant de viol, de l'ennemi ».
Et donc j'avais fait pas mal de travail aussi, ça, pour les différents journaux, différents magazines. Qu'est-ce qui se passe avec ces enfants et ces femmes qui veulent garder leurs enfants? Lui, c'était le grand-père d'Alphonsine, une fille de 16 ans qui était violée, qui voulu garder son enfant. Et les gens de village, ils voulaient le rejeter. Et le grand-père, qui avait vu le massacre, qui avait vu toute sa famille massacrée, la seule chose qui lui restait, c'était sa petite fille et la fille de sa petite fille. Et comme elle voulait garder, donc il protégeait sa petite fille, assis comme ça, tout le temps, pour ne pas laisser les gens du village rentrer dans sa maison et mettre dehors sa petite fille et son enfant. Mais il avait perdu la voix. Donc, la photographie a la possibilité, je dis. Donc, on a vu beaucoup de photos de massacres, mais quelque part, comme je disais, ce qu'on voit dans les yeux de survivants, c'est beaucoup plus fort de ce qu'on pourrait voir dans nos destructions. Pendant la même période, dans les camps de réfugiés Rwanda et Burundi, où il y a 2 millions de réfugiés, et le directeur de UNICEF et Croix-Rouge International, ils me disent, nous avons un problème. Il y a 12 000 enfants qu'ils étaient séparés de leurs parents pendant l'exode, parce que quand les gens ils partent aux réfugiés, ils n'ont pas les moyens, la possibilité d'aller chercher tout le monde. Les gens ils courent de partout. Donc, il y a 12 000 enfants qui se trouvaient dans les camps et on ne savait pas où étaient les parents. C'est là où je dis à vous surtout que vous êtes pionnier dans la photographie, dans l'utilisation de l'image. Comment des fois, chaque fois qu'il y a un problème social ou autre, ma première question c'est est-ce que la photographie peut donner une réponse à ce problème social? Est-ce que l'image peut aider régler ce problème? Ça c'est un exemple. J'ai formé 4 réfugiés pour faire les portraits. À l'époque, j'ai dû emmener des appareils photo, des films, 600 rouleaux de films. J'ai pris de Fuji, des appareils. Et les 12 000 enfants étaient photographiés. 12 000 portraits. J'ai créé le plus grand expo avec 12 000 portraits en 5 copies, parce qu'il y avait 5 camps de réfugiés, en demandant des familles de venir et regarder. Donc les mères qui avaient perdu un enfant, ils venaient, ils regardaient. Et à un moment, ils disaient, bah, ça c'est mon fils, ça c'est mon cousin, ça c'est... Et c'est comme ça que, grâce à un projet photographique comme ça, parmi les 12 000 enfants qui étaient photographiés, il y a 3 500 qui ont trouvé leurs enfants. Donc 3 500 enfants étaient réunifiés avec leur famille grâce à un projet photographique. Et c'est comme ça que la photographie, ça c'est un petit exemple de ce que j'explique. Un autre plaie de notre civilisation, si je peux dire, de notre temps, c'est la famine. En tant qu'un citoyen de ce monde, et voyageant et voyant comment nous avons la possibilité de faire, la question que je me posais, comment c'est possible d'avoir la famine encore dans notre temps? Impensable. Mais c'était un des sujets assez durs pour moi pour aller photographier. Je voulais aller, je reculais, je voulais aller, je reculais, parce que c'était tellement dur de se trouver devant les gens qui meurent de faim. Enfin, venant de Paris, arriver là-bas. Et finalement, dans un projet avec Frédéric Mitterrand, un ami que je travaille depuis avec lui, il y a eu cette possibilité d'aller en Somalie et photographier la famine. J'ai l'habitude, dans le projet, dans le travail, de passer beaucoup de temps avec les gens, de vivre presque avec eux, de partager leur temps, leur vie, pour comprendre. Mais comment faire? Comment je pourrais le faire pour ça? Arriver devant les gens qui meurent de faim et sortir de mon hôtel, aller faire des photos, rentrer. À ma façon, pendant 72 heures, j'ai fait une grève de faim dans mon appartement parisien. Pendant 72 heures, j'ai rien mangé.
juste pour sentir qu'est-ce que ça veut dire, cette faim qui peut vous complètement prendre et que vous n'en pouvez plus et que vous tombez vous avez tellement faim, ça fait des douleurs et tout, mais 72 heures seulement. Et c'est comme ça que quand je me suis trouvé devant lui ou elle, c'était plus ce que je voyais avant beaucoup des photographes, malheureusement, qui étaient comme un objet par terre, ces hommes et ces femmes qu'on photographiait. Mais pour moi, c'était le penseur de Rodin devant moi. C'était le penseur de Rodin qui nous posait les questions, qui nous disait, je ne sais pas ce que chacun de nous, on peut imaginer ce qui pourrait passer dans sa tête. Pour moi, la façon où je connaissais le monde, une des premières questions, c'était « Mais je sais que vous avez la capacité de transporter 10 000 soldats et les chars et leurs fusils et tout ça d'un continent à l'autre pendant 24 heures, n'est-ce pas, monsieur? Vous pouvez le faire. Et vous voulez dire que vous ne pouvez pas m'emmener de quoi à manger pour que je devienne comme ça ?» On peut poser plein de questions qui pourraient être à ce moment dans la tête de cet penseur de notre temps pour nous questionner. Pourquoi on peut laisser encore les gens mourir de faim? D'autres moments forts pour moi, c'était dans les Balkans. Sarajevo, vous avez suivi, vous avez connu. Et comme je disais, ce qui est important pour moi, c'est ce que la guerre y fait avec les hommes et les femmes. Le Sarajevo, la ville européenne, au cœur de l'Europe, était encerclée pendant des années et les gens étaient affamés. Chaque personne, dans les 4 ans, avait perdu moyenne 10-15 ans, 10-15 kilos. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque personne, en moyenne, de tous les gens de Sarajevo. Et il y avait des moments où les francs-tireurs, ils tiraient les gens devant la maison et la famille, ils ne pouvaient même pas sortir pendant des jours, aller chercher leurs membres de famille qui étaient à 3 mètres de chez eux. Donc c'était des moments forts comme ça à Sarajevo qu'on vivait. Et pendant ce moment, presque, je sais pas, 20 décembre, quelques jours avant Noël, où je suis là, tout est noir, ça tire partout. Et c'était seulement nous, les photographes, des fois, qu'on osait de sortir pour faire des photos, parce qu'on ne peut pas faire de photos dans les chambres d'hôtel, il faut sortir. Et je me suis trouvé devant elle, tellement étonné. Je la photographie, mais je me rapproche d'elle en disant « Mais attendez, qu'est-ce que vous faites là? C'est dangereux, ça tire partout. » Et je vois après ces poupées. « Mais et ça, c'est quoi ?» Elle me dit « Monsieur, je vends mes poupées. » Vous pouvez imaginer ce moment où ça tire partout, où il n'y a que peu de gens qui sont dehors, et cette fille comme ça. Je dis « Mais pourquoi ?» Elle dit « Ma grand-mère a très faim. Elle n'a pas mangé depuis 4 jours. Et j'aime beaucoup ma grand-mère. » C'est ça aussi la guerre, vous voyez, c'est ça aussi que la guerre fait aux êtres humains. Pour une fille, des poupées, c'est les objets les plus chers au monde, après la maman, évidemment. Mais emmener une petite fille à 9 ans, de dire « Bon, qu'est-ce que je peux faire pour aider ma grand-mère, qu'est-ce que j'ai dans ma vie ?» C'est ces quelques poupées et qu'elle l'emmenait à mettre en vente. Ce moment, ça reste dans ma tête, c'est un des moments assez difficiles dur de ces moments-là. Allez-y. Évidemment, des scènes comme ça, certainement, vous avez vu aussi, ça c'est des milliers de gens aujourd'hui qui vivent dans... Ce qui est important, c'est que je me concentre, c'est quelque part cette injustice sociale qui existe dans notre monde, qui est
tellement facile et possible de l'éradiquer. S'il y a juste des volontés, s'il y a un vrai plan, on a la possibilité d'éradiquer la pauvreté, on a la possibilité d'éradiquer des guerres. Et c'est sur ça que je me concentre. Vous voyez, ça c'est le pied d'un homme de 75 ans à Baloutchistan, Pakistan, qui marche 20 heures, qui marche 20 km pour aller chercher quelques petits bouts de branches qu'il peut trouver pour emmener à la maison, qui est dans le désert de Baloutchistan. Et les chaussures qu'il met, j'ai fait beaucoup de recherches, c'est les premières formes de chaussures connues du monde, avec les feuilles des rivières qu'on faisait ce genre de chaussures qui continuent encore de porter ça. Donc, chemin faisant, quand j'étais obligé de quitter l'Iran, c'était aussi une partie à cause de ces photographies. Un des peuples que je me suis consacré beaucoup de temps pour travailler avec eux, que j'ai vécu avec eux, c'est des Kurdes. Et là, ces jours-ci, vous voyez ce qui se passe. Là, faire un petit bref, c'est que les Kurdes, c'est le plus grand peuple et le plus ancien de Moyen-Orient, qui sont plus de 35, peut-être 40 millions, qui étaient partagés après la chute de l'Empire ottoman en 4, une partie donnée à l'Irak, l'Irak n'existait pas. Ils ont créé l'Irak, Syrie, Jordanie et tout ça il y a 100 ans, et ils ont mis une partie des Kurdes en Irak, une partie en Syrie, une partie en Turquie, une partie en Iran. Et ça fait 100 ans que ce peuple est massacré, est mis en prison et torturé par tous ces 4 pays, par les Turcs, par les Iraniens, par les Irakiens et par les Syriens. Ça fait 100 ans. C'est le peuple qui a souffert le plus dans les 100 dernières années de notre ère. C'est le peuple qui a aussi des valeurs qui sont peut-être les grandes valeurs d'humanité. C'est le peuple que j'ai passé 5 dernières années après l'arrivée de Daesh en Kurdistan irakien. D'une part parce qu'il fallait être là, parce que Daesh c'était une vraie plaie, il fallait tout mettre pour l'éradiquer, mais d'autre part parce que c'était les seuls qui se battaient contre Daesh, les Kurdes. S'il n'y avait pas des Kurdes, s'il n'y avait pas des combattants kurdes, le Daesh avait pris la Syrie en entier, l'Irak en entier. Imaginez si ces 2 pays étaient 100% gérés et gouvernés par les gens comme Daesh. Ils avaient pris la moitié de Turquie et ils étaient là. Ils étaient en Europe. Et c'est grâce aux combattants kurdes et les Kurdes qu'on a pu éradiquer ça. Et ça, c'est sur terrain, 5 ans passés sur terrain. Avec eux, je peux vous dire. Certes, les bombardements et tout ça, ça a des effets, mais vous avez besoin des gens sur terrain. Là, c'est les premières batailles, enfin, c'est même pas bataille, c'est quand la République islamique ou l'État islamique iranien est repris, les premières attaques contre les Kurdes iraniens. J'étais le seul photographe pendant 17 jours dans cette ville bombardée constamment. Et ça, c'est ce que les Kurdes, ils vivent constamment. Son fils, il venait d'être tué par un obus de mortier, cette femme. Ça, c'était la première attaque ou la première guerre que j'ai connue contre les Kurdes. Et là, c'est récemment, quand j'étais en Kurdistan irakien, avec les Peshmerga kurdes, près de Shingal, qui est la ville de Yazidi. J'ai beaucoup étudié et travaillé aussi avec les Yazidis. Là, c'est la ville de Shingal qui vient d'être libérée grâce à l'attaque de Peshmerga, le groupe de Barzani avec qui j'étais, et que toutes les Daesh, ils ont parti. Et c'était ici, dans cette ville, qui est le chef-lieu des Yazidis, qui est un groupe ethnique et religieux, où le Daesh avait attaqué et ils avaient kidnappé 5000 femmes, filles, 5000. Et ils avaient emmené comme esclaves sexuels où ils les vendaient sur le marché de Mossoul.
Vous voyez, on vivait ça, on vivait cette histoire dans ces moments-là. Et donc, là, c'est dans le temple de Daesh. Ça, c'est une des filles qui venait comme pèlerinage et constamment, elle répétait le nom de ses autres sœurs qui étaient kidnappées. Et c'était très, très touchant. Vous imaginez une jeune fille qui pleure constamment et qui est dans le pèlerinage de temple et elle ne répète que le nom de ses 3 sœurs qui sont kidnappées par Daesh et qu'elle n'avait plus de nouvelles, mais qu'on savait qu'est-ce qui pourrait arriver. Dans la ville de Shengal, en faisant un reportage, j'ai demandé aux gens comment ces femmes étaient donc arrêtées, qui étaient. Donc j'ai commencé à faire une enquête sur ça et j'ai repris la route où cette femme était emmenée par Daesh, juste pour avoir les impressions de route et voir si je peux trouver quelque chose qui témoigne de ça. Et le moment où je suis arrivé au bord de la route, devant cette chemise, pour moi, c'était la photo. C'était toute l'histoire de ces 5000 femmes kidnappées. Et c'était ça, c'était là. Il y avait plusieurs vêtements comme ça des femmes qui étaient par terre. Et donc je me suis dit, c'est bon, j'ai l'image qui peut raconter l'histoire et je suis retourné. Comme je disais, j'ai beaucoup travaillé avec ces femmes, aussi bien pour faire reportage, mais ensuite après de lancer des projets de formation pour eux avec la photographie, parce que l'art, c'est une qualité de thérapeute assez forte. Et là, c'était des filles yazidis qui étaient kidnappées, mais ensuite, ils étaient rachetés par leurs parents. Enfin, vous voyez, il y avait une filière aidée par le président Barzani pour acheter ces filles des mains de talibans, enfin talibans Daesh, c'est la même chose. Je confonds maintenant, malheureusement. Et donc, ça, c'était ces filles. Mais d'autres filles du même groupe, ils ont pris des armes. Ils ont pris des armes et ils ont continué. Et on me disait que pour les Daesh, le pire des choses qu'ils disaient qui peut leur arriver, c'est de se faire tuer par une femme. Vous voyez, ça c'était le cauchemar total de Daesh, de ne pas être tué par une femme. Et elles étaient, croyez-moi, vraiment combattantes. Quand je les voyais, des jeunes femmes, des jeunes filles de 18, 19 ans à peine, mais il y avait une telle rage de ce qui s'est passé, ce qu'ils avaient vu, et c'est ça, je dis, la résilience aussi. D'un seul coup, j'avais l'impression d'avoir en face de moi des combattants afghans après 20 ans de guerre, avec une telle expérience, avec une telle rage qu'elles avaient. Pour dire sur l'histoire des Kurdes, les Kurdes, c'est le seul peuple au Moyen-Orient aujourd'hui où vous avez tous les différents groupes chrétiens, différents groupes musulmans, chiites, sunnis, ismaélites, des juifs, qui vivent en paix ensemble. On est en plein Moyen-Orient où, malheureusement, même le moindre de différence religieuse, ça peut vous couper la tête. Et là, les Kurdes, c'est le seul où les femmes, elles portent comme elles veulent. Elles sont dans le même droit que les hommes. Donc c'est ça ce peuple aussi. Pourquoi il y a un tel attachement? C'est un peuple dont il y a 100 ans, dans une grande partie, il y a interdiction de chasser et couper des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a 100 ans, ils ont eu ces idées. Interdiction de chasse et couper des arbres, sauf si il y a une vraie... pour couper un arbre, il faut qu'ils réunissent, il faut qu'ils fassent un conseil de village ou de ville pour qu'ils acceptent et ensuite on le coupe. Ouais, c'est ça ce peuple. De cette femme blonde, enfin, les Kurdes, ils ont aussi, comme je disais, le plus ancien peuple de Moyen-Orient. Ensuite, comme j'ai
J'étais dans 115 pays, mais croyez-moi que je ne veux pas montrer 115 pays. Là, c'est une de mes passions, c'est évidemment, j'adore les chevaux. Et là, c'est le cheval Akalteke qui est le plus beau du monde, qui est au Turkménistan. C'est une race incroyable. J'avais fait un reportage sur ça. Depuis des millénaires existe. C'est de Turkménistan et Akalteke. Et seulement là-bas. Je sais que M. Mitterrand, président, avait reçu un cadeau. Donc, il est quelque part en France. Il y a un cheval Akalteke qui était M. Mitterrand. Prince Charles, il en a une. Donc, il y a quelques personnes comme ça qui ont eu de... Mais une grande partie, ça se trouve en Turkménistan. Un autre moment où j'avais passé pendant 6 mois sur le fleuve Amour, en frontière entre la Chine et la Russie, parce que c'est un moment aussi, c'est une région importante. C'est là où les deux groupes, Chine et la Russie, se rencontrent. Et donc c'était important de faire ce reportage et comprendre. C'est ça, ma façon, c'est aller vivre pour comprendre, aller rester avec des gens. Et là, dans cette région, ils ont aussi une des plus grandes, plus anciennes tribus du monde. C'était les ancêtres des Japonais qui vivent là-bas. Après, ils ont traversé le détroit Tartare pour arriver en Japon. Là. Et quand j'étais en été avec eux, ils me parlaient que, comme je fais normalement ce genre de travail toujours sur les 4 saisons, ils me disaient, les tribus nomades, venez en hiver, on va chasser, et c'est génial, vous allez voir, venez avec nous, on chasse en hiver. Donc je suis allé avec eux, et ça c'est une des photos de ce moins 40. Ce qu'ils ne m'avaient pas dit en été, c'est qu'il fait moins 40. Et donc c'est comme ça qu'on devient, quand on se trouve d'un seul coup à aller faire la chasse avec ces tribus, et heureusement que j'avais préparé mes appareils. La première chose à faire à l'époque de Leica, je vais dégraisser tout, donc il fallait qu'ils enlèvent toute la graisse. À l'époque, il y avait des gras enfin, dans les appareils, l'huile, parce que sinon ça bloque. Nettoyer tout, ensuite couvrir les appareils avec la peau de renne de cet animal, couvrir complètement. Et d'autres choses très importantes, c'était la batterie. Donc j'avais mis un groupe de batteries. J'avais mon petit chapeau complètement chaud et je mettais ici les batteries avec une fil qui passait pour que sinon les batteries dans moins 40 ça perd dans 30 secondes, enfin même pas. Et autre chose, si vous travaillez dans les zones de vraiment froid, c'est comme les lunettes. Hein. Si vous rentrez de froid à l'intérieur et vous avez vos appareils, c'est foutu, c'est fini parce que la boue il rentre dans les objectifs. Et ça partira plus. Ou il faut attendre 3 mois pour que ça parte. La seule chose, c'était avoir des sacs plastiques forts, plusieurs sacs plastiques, où vous mettez votre bague, votre sac de appareils avec tous les appareils, entourés dans plusieurs sacs plastiques. Et quand vous rentrez à l'intérieur, vous mettez devant la porte, 5 minutes après, vous rapprochez petit à petit pour que ça reste au moins une demi-heure dans ces sacs avant de sortir. Bon, en tout cas, voilà une autre histoire. La photographie, comme vous le savez, l'essence de photographie, c'est la lumière et la beauté. Nous, les photographes, nous sommes amoureux de beauté. Même si on utilise notre appareil pour montrer l'injustice et autres, mais comme n'importe quel peintre ou artiste, il y a des règles. Il y a des règles de beauté, il faut le atteindre. Et là, c'était le jour où je me suis réveillé, parce que j'étais arrivé la nuit dans cet endroit, au sud d'Algérie, à Sakrem, dans un endroit où on m'avait dit un prêtre, en 1911, avait créé un petit refuge là-bas. Et donc j'ai voulu aller me retrouver dans le refuge de cet prêtre, Père Foucault.
Et le matin, en me réveillant, j'ai vu cet paysage devant moi. Et je dis, Père Foucault avait raison de faire son retraite ici. Un autre moment aussi, comme je dis, le paysage, ça fait partie de photographie aussi. Là, c'était un mont Ararat avec son Paco l'Afghan, que d'un seul coup est arrivé pendant des secondes, comme ça, les nuages qui bougeaient. Et j'ai eu l'occasion de faire le moment où ça ressemblait au Paco l'Afghan que vous voyez là. Ah, ça, c'est mon cadeau de 14 février, Saint-Valentin. Le jour où j'étais dans le Kurdistan irakien, en pleine guerre, on devait traverser une forêt. Et d'un seul coup, je vois cet arbre qui est amoureux d'un rocher. Et que pendant toute sa vie, il s'est penché sans le trop procher, mais juste le temps nécessaire avec les petites caresses. Donc, j'ai adoré ça. Je suis retourné toutes les saisons de photographier l'amour improbable entre l'arbre et le rocher. Et c'était aussi en Kurdistan pendant tout ce moment de guerre. Ce que je veux dire, c'est qu'on peut être, comme vous m'avez vu sur le front, assis avec des soldats, photographier les filles yazidis, le massacre, voir des milliers de morts, mais quand on garde notre esprit, notre paix intérieure, on peut aussi avoir l'œil pour voir l'amour qui est le plus fort que tout. D'ailleurs, je crois que c'est Camus qui disait que en tant qu'humain, notre seul devoir, c'est l'amour. Et je crois beaucoup à ça. Ça, c'est des exemples pour vous dire que le matin de ça, j'ai photographié des cadavres, des morts, des blessés, mais je vois ça aussi. La culture du monde aussi, c'est important, de faire connaître les rituels, de faire connaître ceux qui sont les autres. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. Le plus grand peur, c'est toujours dans le noir ou dans les gens qu'on ne connaît pas. C'est des étrangers, si on ne connaît pas. La photographie a cette possibilité, la capacité aujourd'hui de faire connaître l'un à l'autre, de faire connaître l'humanité des cultures l'un à l'autre. Donc, ce que vous faites dans les clubs photographiques, dans les voyages que vous faites, est dans cette idée aussi, de faire connaître l'autre. C'est comme ça qu'on coupera les barrières. Portrait, donc, c'est important. Je crois qu'aujourd'hui, quelqu'un me disait que la plus grande façon de photographie, pour moi, c'est portrait. Je le crois aussi. Mais quel portrait? Vous avez des portraits dans le studio, les selfies, tout ce qu'on fait. Pour moi, l'être humain peut se montrer à travers les yeux. Les yeux sont les fenêtres de l'âme. Mais on n'ouvre pas ces fenêtres à n'importe quel étranger, on n'ouvre pas ces fenêtres à n'importe quel passant. Il faut arriver à une telle confiance que la personne qui est en face de vous, finalement, il vous donne ce regard. Comme je disais, je ne fais pas de photos, c'est les gens qui me donnent leur portrait. Il faut juste être prêt à ce moment de le faire. Et une fois qu'on est arrivé à ce moment de vérité, où la personne, il se confie complètement, tout est dans son regard, il faut être très mauvais de rater la photo. Donc il faut toujours position automatique, à côté, quoi qu'il arrive, tac, vous faites la photo, on verra après pour les réglages. D'ailleurs, ça c'est un exemple. Je voyageais sur le Nil pendant 6 mois. Et au sud de Nil, à un moment, pendant 4 jours, j'avais besoin d'une petite bateau que je louais comme un taxi, pour faire les 2 côtés. Et on m'a dit, il y a des petites feloukas qui sont passagers. Donc lui était un de ces types qui avait cette felouka. Et pendant 4 jours, était mon chauffeur de pilote. Je fais 2 portraits de lui pendant ces 4 jours. J'étais attiré pour faire autre chose. Mais celui-là,
a une force incroyable. Je montrais ça au Japon, en Chine, en Ouagadougou, en Moscou, partout. Toutes les femmes tombent amoureuses. Vrai ou faux? C'est incroyable. Il y a toutes les femmes, évidemment, des hommes aussi, ils acceptent qu'il est beau. Mais là, j'avais exposé dans mes expos et autres. Et des fois, c'est très rigolo. Il y a des dames qui viennent me dire on avait vu une de vos photos. Vous savez, cet homme avec tourment, vous savez où était quel âge il a? J'ai dit, plein de demandes comme ça que ça vient. En tout cas, voilà, la portrait le regarde. Ça, c'est pas pareil. Et ça, c'était le jour d'investiture de Trump à Washington. Je photographiais les manifs pour les femmes à Washington. Et en même temps, 2 jours avant, c'était date d'anniversaire de Martin Luther King. Et à Washington, il y a une grande statue de Luther King. Donc je me suis dit, tiens, je vais voir qu'est-ce qui se passe avec Martin Luther King quand Trump va rentrer. Voilà ce qui se passait. Il pleurait. La statue, il pleurait. La vérité, la réalité, c'est plus fort que toute mise en scène. Ça, c'est presque une photo symbole de ce que je fais, la façon où je travaille. Je fais juste un cadre dans la réalité. C'est comme celui-là. D'ailleurs, cette photo, qui date quand même de 93, j'ai quitté l'Iran en 81. Donc exilé depuis, je ne suis plus retourné en Iran. Et en 93, je faisais plusieurs mois de reportage pour le National Geographic sur la Turquie. Et dans mon planning, j'avais dit, je vais aller frontière de Turquie avec l'Iran, comme ça, je verrai l'Iran. C'était, vous voyez, à l'époque, c'était 12 ans que j'avais quitté l'Iran. Et donc, j'arrive à l'aéroport de cette ville, Dogu Bayazid, qui est près de frontière iranienne. Et je trouve une voiture, un taxi, que j'ai dit, voilà, je vais rester 4-5 jours ici, j'ai besoin d'une voiture. On fait un petit deal de contrat en disant, voilà, vous devenez mon chauffeur pendant 4 jours et on va travailler. Je suis photographe, je fais des photos. Elle dit, non, ne vous inquiétez pas. Je parle turc aussi, donc je parle 7-8 langues de la région. Donc ça m'aide beaucoup de trouver des chauffeurs et discuter avec eux aussi. Et il me dit, oui, je connais, j'en ai plein de touristes. Il dit, mais non, vous savez, c'est pas touriste. Moi, je fais des photos. Des fois, je peux rester de 2 heures dans un endroit. Il dit, ok, pas de problème, je suis à vous, vous dites ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez aller? J'ai dit, allons aux frontières iraniennes. Et il me regarde, il dit, mais le premier endroit, parce que j'avais envie d'aller voir l'Iran. Et donc, il dit, ok, on continue, on vient, et il me dit, soyez prêts, monsieur, je vais tourner à gauche, et vous allez voir les montagnes de l'Iran de loin. Sauf que quand il tourne à gauche, et moi je vois ces 2 garçons qui sont en train de porter ce cadre, et j'ai dit, c'est la photo, il ne faut pas arrêter. Donc je lui ai dit, excusez-moi, mais arrêtez ici. Donc les enfants étaient encore loin. Et il me dit, mais monsieur, la frontière est loin. Parce qu'il avait dans sa tête que je voulais aller à la frontière. Il dit, non, arrêtez ici. Et il regarde et il dit, il ne peut pas j'arrêter ici. Enfin, la route, il n'y avait personne, mais je vais arrêter là. Je dis, non, monsieur, je vous dis, arrêtez. Donc, vous voyez, des fois, vous êtes arrivé peut-être quand vous avez devant une photo incroyable que pour ne pas arrêter, vous devenez... et tellement... je dirais, je ne voulais pas arrêter la photo, que je lui donne un coup. Mais je vous dis, arrêtez! C'était la 4e fois que je lui demandais. Au début, il disait, non, monsieur. Finalement, il a effrayé, il freine. Je descends, je fais la photo. C'était les films, donc on ne pouvait pas montrer tout de suite. Je rentre, je suis content, je lui dis merci beaucoup et tout. Et lui, il avait sa main, il me dit, excusez-moi monsieur, c'est tous les 4 jours, c'est comme ça que vous faites la photo.
Évidemment, c'était je me mets à plat, comment je m'excuse, je l'explique pourquoi et tout. Il comprenait pas. Mais ce qui s'était passé, c'est que à partir de ce moment, il roulait 10 km à l'heure. Et dès qu'il voyait quelqu'un traverser, il freinait, il disait allez faire la photo là. D'ailleurs, c'est grâce à ça que j'ai pu photographier les nuages sur le mont Ararat, parce que on passait et moi j'ai vu les nuages très vite qui partaient et lui il a vu le berger qui traversait, donc il s'est arrêté tout de suite et dit le berger, allez photographier le berger. Mais ma vraie relation avec des gens que je photographie quelque part, c'est ça. Être humble, de ne pas se prendre la tête, de ne pas croire qu'on vient de Paris où on travaille pour National Geographic ou New York ou Londres, qu'on est le grand renommée et tout ça. Non, tout ça, si vous l'avez, vous allez tout perdre. Tout. Être aussi humble, et ça c'est ma position dans ma photographie, constamment. Parce que c'est grâce à elle que j'ai fait ces photos. Donc, je me mets sous ses pieds. Je me mets sous ses pieds si c'est nécessaire. C'est une paysanne au fin fond de l'Inde, dans un champ de café, qu'elle n'a jamais vu quelqu'un, un blanc, moi, de venir et comme ça devant elle. Vous voyez, c'est ça qui est important. Et quand je disais que dans mes reportages, je vis vraiment avec les gens pour le comprendre, et c'est pour ça que des fois, passer dans une communauté, ma connaissance, c'est 1000 fois plus que des chercheurs de CNRS, parce que je vis vraiment avec ces gens-là, et ça, c'est chacune de ces photos que vous voyez, c'est une des reportages, où je m'habille comme la population, où je rentre dans la population, et je continue de travailler avec eux. Alors, parlons de photographie, l'alphabet de l'image. Voilà ce qui se passe dans notre civilisation. Notre ère, on a commencé par les hiéroglyphes, et là on est passé à emoji. C'est une vraie histoire qui est en train de passer. Quand, il y a 53 ans, je lisais dans ce journal de Science et Vie en Iran que les illettrés du XXIe siècle seront ceux qui ne se connaîtront pas la photographie, c'est vrai aujourd'hui. C'est vrai parce que on a besoin d'un langage universel. Avec Internet, cette connexion, les téléphones et autres, ça devient... On n'a pas le temps d'écrire. On ne peut pas écrire dans toutes les langues. Mais avec ces emojis, on arrive à s'exprimer, avec s'expliquer. Comme c'était hiéroglyphe. 5000 ans après, la roue tourne et on retrouve de nouveau un langage universel accepté par tout le monde. Comme je disais, ce jeune Égyptien, au Japon, à Ouagadougou, à Pékin, à Moscou, à Paris, toutes les femmes tombent amoureuses. C'est le langage de l'image. C'est ça qui est important, c'est de dire que pourquoi je mène tout ce projet en photographie, c'est cette conviction totale où nous sommes au début d'une vraie grande histoire de l'humanité. Et ça, c'est l'image comme langage. On a la possibilité de passer 50% de connaissances humaines par l'image aux autres. Je vous expliquerai comment. Donc, pour mener tout ça, évidemment, comment faire? Moi, juste faire des photos de moi et montrer à ma famille, ce n'était pas le moyen. Donc, je travaille pour la presse. Ça, c'est mes couvertures de National Geographic que j'ai fait pendant cette période. Sachant que chacune de ces magazines est tirée à 10 millions d'exemplaires. Et en 42 langues aujourd'hui. Donc la Geographic est passée en 42 langues et des millions d'exemplaires. Mais vous voyez, il n'y a que des hommes, des êtres humains, enfin je veux dire, des humains. C'est ça que je fais, le mot. Bon, même pour National Geographic, c'est pas les forêts, c'est pas le wildlife, de nature. Je me suis intéressé aux êtres humains et c'est ça que je continue à faire. Que ce soit pour le National Geographic
ou pour la presse mondiale. Ça, j'ai dû faire la couverture de milliers de journaux, des magazines et partout dans le monde. Donc, vous voyez un peu l'exemple, juste quelques-unes de ça. Les livres sont une autre façon de répandre ça. Donc, c'est vraiment par conviction que je mène ça. Les National Geographic, les magazines, les livres, j'ai fait 32 livres jusqu'à maintenant avec mon épouse Rachel qui est écrivaine et on travaille ensemble beaucoup. Et là, c'est quelques exemples des livres que nous avons faits. Le tout dernier qui vient de sortir chez Gallimard il y a une semaine, même pas une semaine, il y a quelques jours, c'est les photographies de moi et mon frère le temps de la révolution en Iran. Et c'est en référence, une reculant en disant, retournons maintenant 40 ans après de dire pourquoi c'est passé, comment c'est passé. Et ça, c'est le tout dernier. Les vidéos, les films, évidemment, c'est une autre moyen. Donc, pour vous expliquer comment la photographie est importante et pourquoi je me bats pour répondre. Donc, les vidéos, il y a eu plus de 10 documentaires de National Geographic, le TF1, FR3, sur ma vie, mon travail, le BBC, enfin tout ça qui a fait, comment je travaille, qu'est-ce que j'ai fait, des interviews et autres. Donc c'est une autre manière aussi de répondre. Mais plus que ça, en tant qu'architecte, je connais l'impact et l'importance des murs des villes. Aujourd'hui, nous vivons beaucoup plus dans la ville que chez nous. Nous passons plus de temps en voyant les rues de notre ville que notre maison, notre chambre, n'est-ce pas? Mais pour mettre une photo dans notre chambre, on va réfléchir des jours, on va regarder qu'est-ce que c'est bien ici, quelle photo je peux mettre, quel poster je peux mettre, est-ce que c'est bien pour mes enfants, est-ce que c'est bien pour mes invités. On fait tout ça pour mettre une photo sur notre maison à l'intérieur. Mais les murs de notre ville, qui sont aussi sacrés que maintenant que les murs de chez nous, c'est abandonné aux publicitaires pour mettre ce qu'ils veulent, pour vendre ce qu'ils doivent vendre, parce qu'eux, ils connaissent l'importance et l'impact de l'image, comme moi je le connais, comme vous deviez connaître. Donc je me suis mis, depuis ce moment, je placardais les photos à 19 ans sur le mur de l'université de Téhéran, en cachette, en disant, il faut que les gens y voient. C'était les premières, le street art, l'art passant dans le monde. Donc je me suis mis à utiliser mon connaissance d'architecture, urbaniste et photographe, et créer des grandes installations avec les photographies dans les villes du monde, partout. Donc ça, c'était à la Villette, ça c'est 25 mètres de haut, le portrait de soldats. Quelques exemples que ici, c'était à Paris, devant la mairie de Paris. Ça, j'ai créé ça pour le Finance solidaire. C'était donc je fais les designs et je constitue une atmosphère, une ambiance, un lieu pour accueillir les gens, pour que ça devienne le pivot d'une histoire. Et c'est pas juste la photographie, l'expo. Avec ça, après, il y a tout ce qui est la formation des jeunes, l'éducation des universitaires, les conférences que je donne. Donc mes expos, de cette façon, ça devient le pivot d'un très grand travail sur l'image qui se fait dans les villes. Là, en Corse, avec Laetitia Casta et la petite fille afghane, qui se ressemblent tellement qu'on dirait c'est deux sœurs. Et Laetitia Casta, elle est d'origine corse. Et donc j'avais fait ça sur le mur de Bastia, le forteresse de Bastia. C'est 30 mètres de haut. Ça, une autre façon d'exposer, c'est aux Bourses de Paris. Ils m'avaient invité en carte blanche, faites-nous une expo. Et ils m'ont fait visiter toutes les galeries à l'intérieur en disant, voilà, ce mur, il y a ce mur. Une fois que sorti, j'ai dit, laissez-moi quand même vous proposer ça. Et j'ai proposé ça en disant, je vais exposer mes photos sur les colonnes de Bourse, qui a eu une énorme
en 2011 ou 2012, je crois, un énorme succès, ces photographies. Un autre, j'avais promis à Massoud un jour, il me disait que Reza, tous ces gens de village, ils disent que Reza, il vient, il nous photographie, on ne voit jamais ses photos. Je dis, oui, mais je ne peux pas trimballer à pied quand je marche. J'ai dû marcher 3000 km dans les montagnes afghanes en me cachant. Je ne peux pas arriver de Paris avec tant de tirages pour distribuer. Ces photos, je fais pour les journaux, les magazines, mais je te promets que je ferai un jour un expo dans la vallée de Panchir et pour les gens. Et je l'ai fait 8 ans après la mort de Massoud. Et cette installation, j'ai 50 de mes tirages que j'ai donnés aux gens de la vallée autour du tombeau de Massoud. C'était aussi une autre façon de dire combien la photographie peut devenir un moyen de formation. Même dans les hôpitaux, là c'était à Rennes, dans un hôpital ou à Rouen, je crois, oui, à Rouen, près de Rouen. Je fais des expos dans les hôpitaux pour les gens, parce que chaque fois, les gens qui se trouvent devant ça, qu'est-ce qu'ils ont à la place de ça? Ou c'est des publicités pour vendre des yogourts, hein? C'est ça, ou des explications tellement compliquées que les gens ils ne le voient plus. Vous voyez? Donc, utiliser les murs de ville, qui est nos murs, que les publicitaires ils ont kidnappés parce qu'ils ont l'argent, quelque part pour moi, c'est moi aussi je vais raconter l'histoire de ce monde sur les villes du monde ou dans les endroits comme ça. D'autres expériences, ici c'est le Central d'Arles, c'est la plus grande prison de sécurité, haute sécurité de France, une des plus grandes. Et pendant 1 an, j'allais former des prisonniers qui sont condamnés à vie, à la photographie. Je donnais des formations, je donne beaucoup de formations. Ça, c'est une expérience de former des prisonniers condamnés à vie. Et la directrice de prison, ça c'était vraiment incroyable, c'était une jeune femme. Quand on voit dans la rue, on croirait que c'est une jeune étudiante, était la directrice de plus haute sécurité prison de France. Et elle me dit, vous savez Reza, il y a beaucoup de violence ici entre les prisonniers et les gardes, et même les gardes entre eux. J'ai dit, bah, c'est normal, je suis architecte. Quand vous mettez des gens dans ces couloirs blancs, constamment, tout est blanc, et de la même façon que beaucoup, par exemple, les Américains utilisent pour torturer des gens, ils mettent dans une cellule qui est tout blanc, 24 heures sur 24, tout est blanc. Et ben, être dans le endroit blanc comme ça, dans la tête, ça crée des pulsions, et si vous êtes violent, vous allez être plus violent. Et donc, j'ai fait une donation de 30 tirages à prison, où j'avais choisi vraiment, où chaque photo est vraiment une fenêtre vers le monde. Vous voyez, c'est 2 que vous connaissez. Et on a eu une inauguration, j'étais là, une grande inauguration de l'expo de Reza dans la prison. 6 mois après, elle m'appelle et dit, Reza, c'est incroyable ce que vous avez dit, la violence est tombée. Et les prisonniers, ils passent beaucoup de temps maintenant voir ces photos, ils parlent de ces photos, parce que c'est des différents pays, ils discutent de ça, et ça crée une autre ambiance complètement différente de ce qu'on connaissait de prison. Ouais. C'est constamment, pourquoi je montre, pour dire combien tout ce qu'on peut faire avec la photographie, tout ce qu'on peut faire qu'on ne connaît rien encore. Et moi, ça fait 50 ans que j'essaye d'expérimenter. C'était une autre expo, une autre installation, le Petit Palais. Et il m'avait invité, la première expo photo dans l'histoire du Petit Palais. Et j'ai fait tirer les portraits sur les grandes papiers, tissus en soie, magnifiques, qui bougeaient avec le vent. Et c'était très beau, cette première fois, cette grande tirage. Et ce qui était à Paris, peut-être vous avez vu, j'ai fait 2 expos sur le quai de Seine. J'avais trouvé le lieu pour exposer, après j'ai fait toutes les démarches nécessaires.
Et donc, vous savez qu'Hetsen, c'est 420 mètres de longue et 6 mètres de haut. Donc, j'ai fait 2 expos là, sur le Quai de Seine, en face du musée d'Orsay. Mais dans mes expos, je fais aussi ce genre de visite. Et tout ça, c'est parce que je suis convaincu de l'impact de l'image. C'est ni un métier, ni juste un passe-temps pour moi, c'est un cheval de bataille pour moi, l'impact de l'image. Évidemment, parmi les personnages du monde où j'ai beaucoup de respect, il y a Gandhi, il y a Mandela, il y a Luther King. Et cette phrase de Gandhi, pour moi, qui a vécu tant de guerres, qui a vu tant de guerres et qui ne veut que œuvrer pour la paix, c'est très important. C'est pour ça que j'ai créé les différentes associations, celle en Afghanistan qui s'appelle AINA, ça veut dire les miroirs. En France, il s'appelle les ateliers Reza. Et à l'étranger, c'est Reza Visual Academy. Voilà, le petit enfant de 13 ans que vous avez vu qui voulait devenir photographe, ici, en 83, le même garçon, il a... Oui, François, oui, on change, oui. Il me regarde, il ne croit pas, il me regarde. Il y avait une perruque, oui. J'ai eu ma période de Jimi Hendrix. Oui. Et après la première reportage en Afghanistan, qui était publié partout dans le monde, Paris Match, on fait 16 pages, c'était la première vraie photo qu'on voyait qui sort de l'intérieur d'Afghanistan. La première projet que j'ai eu dans ma tête, c'était mais ce pays est énorme. Et nous, les professionnels, on doit marcher et imaginer le temps de l'occupation allemande, ici en France, les journalistes qui voulaient couvrir l'occupation, ils n'avaient pas le droit de venir. Il fallait qu'ils viennent en clandestin. Et le seul moment pour eux, c'était Belgique. Juste imaginer. Donc, vous arrivez en Belgique, là, vous avez des résistants qui vous accueillent, et vous vous êtes déguisés, et clandestin, vous rentrez en France, en marché à pied. Mais la rédaction vous avez dit, vous avez 2 semaines ou 1 semaine. Hein, vous avez déjà passé 2 jours à trouver le résistant, et il vous reste 5 jours, 1 semaine, pour rentrer en France, faire des photos de France sous l'occupation et retourner. Jusqu'à où vous pouvez aller? En venant de Belgique, à pied, en cachant jusqu'à Lille peut-être, si vous avez beaucoup de temps. Et après vous rentrez, vous dites, j'étais en France sous l'occupation, et voilà les photos de France sous l'occupation. Mais en réalité, c'est que l'autre côté de frontière belge. Afghanistan, c'était la même chose. On devait aller au Pakistan, trouver des groupes de moudjahidines, qui nous acceptent, déguisés comme moi, et rentrer dans le pays à pied. Et les rédactions, ils disaient, Reza, 10 jours. Bon, vous avez 10 jours, mais je vais marcher, je ne sais pas ce qui va arriver, comment je peux faire. C'était ces concepts qui me disent, pourquoi tu ne formes pas des Afghans? Parce que mon souci, c'était qu'il reste des photos de ce qui se passe. Donc, j'ai commencé à former mes premiers cours de formation, où j'étais dans le marché de Peshawar en 83. J'ai acheté le seul appareil qui existait dans la ville. Il y avait 5 appareils. Et j'ai dû acheter de l'argent que le Time Magazine et Paris Match me donnaient, ces appareils et les films. Et les former en disant, faites des photos, il en restera quelque chose. En 83, en 2003, je me trouve devant le maire de Kaboul, après libération de Kaboul, où j'ai mon ONG, on n'a pas d'électricité. Le maire de Kaboul, c'est le seul qui donne l'autorisation d'électricité. Et tous les ONG, tout le monde va avoir l'électricité, il n'y a pas les moyens. On me dit, monsieur Reza, allez-y, parce que nous, notre ONG que j'ai créée, c'est pour les journalistes, on a besoin de l'ordinateur et autres. Donc je vais voir le maire de Kaboul, et on m'avait dit, écoutez, avant vous, il y avait tous les autres ONG qui ont demandé, ils n'ont pas eu.
Mais je vois que le maire, il m'accueille bras ouverts, magnifique, Monsieur Reza, asseyez-vous bien et tout. J'explique qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je veux. Et il me dit, écoutez, vous allez avoir l'électricité. J'étais ravi, content. Je dis, mais génial. Il me dit, vous savez pourquoi? Parce que vous étiez mon prof. Je dis, comment vos profs? Il dit, oui, vous vous souvenez dans le camp où vous avez formé des photographes? J'étais un de ces photographes que vous avez formés. Je ne suis pas devenu photographe, mais grâce à la photographie, j'ai pu être en contact avec le commandant, avec des gens, et aujourd'hui je suis le maire de Kaboul. Donc j'ai eu, vous voyez, l'histoire de cette couverture verte que j'avais distribuée, que 3 jours après il me sauvait la vie. Les hommes que je formais en 83, il y en a un qui est devenu le maire de Kaboul, et que finalement on a l'électricité pour notre ONG de formation. Donc, après la chute du Taliban, j'ai créé cette ONG parce que je croyais que ce que les Afghans ont besoin après la chute du Taliban, avant tout, c'est les médias. Beaucoup de gens, ils me regardaient de travers en disant « Mais non, il faut du pain, il faut tout ça, enfin tout ce qui est besoin de suite. » J'ai dit « Non, vous savez, j'étais assez dans les zones de guerre et je vous dis quelque chose. Les guerres créent 2 destructions différentes. Il y a une destruction physique, matérielle, les bombardements, les hommes et les femmes qui perdent une partie de leur corps. Et nous, les Nations Unies, ou les ONG, ou le gouvernement du monde, nous avons créé tous les ONG nécessaires pour venir à besoins physiques de ce genre-là. On va construire des camps de réfugiés, on va construire des écoles, on va construire des hôpitaux. Et après, on croit qu'on a fait notre travail. Mais ça, c'est comment on dit, le bout de l'iceberg qui est sorti là. Cette destruction. La vraie destruction qui crée dans la guerre, c'est individuel. C'est des blessures invisibles. C'est les traumatismes de guerre. Et ça, chemin de faisant, je comprenais ça. Et surtout le jour où j'avais lu une histoire qu'il y avait un tuerie dans une école. Je ne me souviens plus, c'était aux États-Unis ou en France. Et en regardant qu'il y a les pompiers qui arrivent, les ambulances, les policiers, et tout de suite après, une armée de psychothérapeutes qu'on est envoyés pour parler aux gens, pour discuter, pour dire, voilà, il faut sortir de ce traumatisme. Et je me suis dit, c'est excellent ça. Mais comment ça se fait qu'un peuple, les peuples entiers, qui sont des années de leur vie, 30 ans sous les bombardements, eux aussi ils ont besoin de ce psychothérapeute pour sortir de violence. Mais comment le faire? Et qui peut le faire? Pour moi, dans mon idée, c'était des femmes qui peuvent jouer ce rôle. Les femmes sont des mères, et dans la vie, elles peuvent jouer ce rôle, parce que la guerre entre nous, c'est une affaire d'hommes, beaucoup. Affaire de pouvoir, de l'argent, intérêt économique. C'est ça les guerres aujourd'hui. C'est simple. On peut tracer toutes les guerres ou une boîte multinationale ou quelqu'un qui a pris la tête, qui est devenu fou en ayant une position de président ou roi ou d'autre. C'est très simple de tracer les guerres. Quelle est l'origine des guerres? Or, les femmes, non. Donc, mais on ne peut pas avoir des psychothérapeutes pour 30 millions d'un peuple. Il faut trouver d'autres outils. Et je me suis dit, le meilleur outil, c'est les médias. Donc, il faut former des femmes pour qu'ils deviennent des journalistes. On leur donnait le moyen, et c'est eux qui vont perpétuer continuellement guérir les blessures de l'âme. Donc, l'ONG que j'ai créé en Afghanistan, que jusqu'à aujourd'hui, on a formé plus de 1 millier de femmes afghanes en tant que photographe, journaliste, cinéaste. J'ai créé le premier magazine pour les femmes en Afghanistan, ça c'était en 2003. C'est le premier magazine qui existait dans l'histoire d'Afghanistan pour les femmes. Donc, les pays, ils emmenaient la démocratie par les armes, par les avions de chasse. Et moi, j'étais le seul en disant, je vais emmener la démocratie par les médias, par
euh, les journaux, en formant des Afghans qui deviennent des journalistes eux-mêmes. Ça, c'est le premier groupe de femmes afghans que j'ai formé pour qu'elles fassent des films documentaires sur la condition des femmes en Afghanistan. Parce que jusqu'à ce jour-là, pendant 20 ans de guerre, étaient que des journalistes, des photographes hommes, et qui allaient photographier, interviewer des Afghans hommes. Et les 50%, les femmes, on ne les voyait pas, on voyait juste un burqa, on ne savait pas comment elles vivent, qu'est-ce qui s'est passé dans la guerre. Elles ont, comme je disais, c'est les plus grandes victimes de guerre, c'est des enfants et des femmes. On ne savait rien. Le seul moyen, c'était des femmes afghanes qui puissent faire ça. Parce que même quand on a des femmes journalistes qui viennent de Paris, de New York pour aller là-bas, elles n'ont pas accès aux femmes vraiment. Parce que leur interprète est un homme, leur chauffeur est un homme. Et ils ne parlent pas la langue. Donc, ils sont considérés comme un homme étranger dans beaucoup de ces pays. Et donc, on a formé ces femmes. Leur premier film documentaire qui s'appelait Le regard afghan, ou en anglais Afghanistan Unveiled, ça veut dire enlever la voile d'Afghanistan, est nominé à Emmy Award en 2004. Ça, c'est le premier film après 9 mois de formation de ces femmes qui n'avaient jamais touché une caméra dans leur vie. Être nominé à Emmy, c'est Oscar de documentaire. Donc, c'est un peu montrer aussi que quand vous vivez une histoire et qu'on vous donne le moyen de raconter, on vous donne les outils de le raconter, vous le racontez plus fort que n'importe qui. Et c'est ça le concept de Visual Academy ou les ateliers ou tout ce que j'ai fait, de dire, voilà, moi je fais ce que je fais avec les photos, mais les gens qui sont dans ces camps de réfugiés, les jeunes qui sont dans ces banlieues, les gens qui sont là, eux, ils doivent raconter leurs histoires. Il faut les former, c'est tout. Un autre moyen pour moi, comment reprendre l'image, j'avais créé 8 unités mobiles de cinéma mobile qui allaient dans les villages en Afghanistan pour montrer des films éducatifs ou de passer des messages. Et tous ces films étaient joués par les Afghans. Donc, ce n'était pas emmener des films et juste projeter des films. C'était des films 10 minutes, 15 minutes, 5 minutes, dans lesquels il y avait les messages des Nations Unies, de UNICEF, les messages de santé, toute la connaissance, par exemple, de santé, les maladies. Dans une soirée de film, on passait à toutes les femmes de village. On n'avait plus besoin de faire des posters, des brochures et autres que beaucoup des autres agences y faisaient. Je disais, mais attendez, ces femmes, elles ne lisent pas. À quoi ça sert de distribuer ces livrettes, ces flyers? Ils ne le lisent pas. Donc, faisons des films. Donc ça, c'était devant le statue de Bouddha à Bamiyan qu'on avait lancé 8 unités qui allaient de village en village pour montrer des films. D'autres, c'était radio. En Afghanistan, pour vous dire, au début, après le chute taliban, je me suis opposé à beaucoup d'ONG qui venaient construire des écoles. Je disais, ne construisez pas des écoles, parce que les talibans, ils vont venir et brûler. Parce qu'ils ne vont pas laisser des filles aller dans les écoles. Mais comme vous pouvez imaginer, et ça c'est aussi une des malheurs de nos sociétés, que les ONG, pour que leurs donateurs, les gens qui ont l'argent, ils ont quelque chose, ils arrivent à montrer, regardez, on a construit 5 écoles. Ah bah bravo. Mais attendez, les écoles, c'est un bâtiment. C'est pas l'éducation. Une école, il faut administration, il faut des profs, il faut des livres, il faut tout ça. Donc ça ne sert à rien juste de faire un bâtiment. Il faut emmener l'éducation dans les maisons pour le moment. Donc j'ai créé le radio qui s'appelle La Voix de Femmes Afghans, une radio qui est tenue seulement par les femmes. C'était une première idée dans le monde aussi, dans ce monde, surtout dans les pays musulmans, de dire je veux créer une radio qui s'appelle La Voix de Femmes. On va voir. Et là en Afghanistan en 2002, c'est la première radio pour les femmes, qui est évidemment écoutée beaucoup avec des hommes, c'est ce que j'ai su, beaucoup des hommes ils l'écoutent aussi. Et toutes les femmes qui travaillent étaient formées par nous
même celui qui répare l'ordinateur et l'antenne, c'est des femmes. Le seul homme qui travaille ici, c'est le T-boy, c'est qui sert les femmes. En Afghanistan, c'est énorme, qui sert le thé et nettoie tout, et des aides, qui travaillent là-bas. Les premières femmes photojournalistes afghans aussi, ou les hommes aussi, on a formé. La façon dont je forme, c'est qu'ils deviennent des formateurs aussi. Donc, nous avons formé 15 photographes. À eux, ils ont formé plusieurs centaines aujourd'hui. Et ça, c'est les premières femmes photographes afghans qui ont publié dans le monde entier, qui travaillent pour Agence France Presse, Associated Press, qui travaillent dans tous les bureaux de communication. Donc, c'est comme ça que, finalement, avec une petite ONG créée en Afghanistan en 2001, aujourd'hui, vous avez toutes les responsabilités de communication, les chaînes de télé, par les gens que nous avons formés. La première Pulitzer de l'histoire de l'Afghanistan, c'est un de nos élèves qui a eu en 2012, qui est devenu directeur de l'agence France Presse, et il a eu le premier Pulitzer aussi. D'autres créations que j'ai fait en Afghanistan, c'était le magazine pour les enfants, qui était un peu comme l'Almanach qui existait ici après la Deuxième Guerre mondiale, les mêmes informations, très colorées. Et ça, on est dans un pays, pour comprendre l'importance de ça, imaginez dans un pays où il n'y a aucun livre pour les enfants, il n'y a aucun imprimé, il n'y a aucun magazine, il n'y a rien. Donc quand il y avait un qui arrivait dans le village, il y a 150 personnes qui vont regarder, qui vont voir. Et avec le radio, on avait fait une jumelage, le radio des femmes, le magazine pour enfants qui allait dans toutes les maisons, parce que pour Taliban, c'était « Oh, ça c'est pour les enfants, laissons rentrer ». C'est le seul qui pourrait rentrer. Avec le radio, on avait créé ce que j'appelle homeschooling. Les filles dans les maisons, grâce à ces radios et cette magazine, ils pourraient au moins avoir accès à une forme d'éducation. C'est la flexibilité de changer selon ce qui se passe. Vas-y. D'autres programmes que je mène depuis aussi 1996, c'est dans nos banlieues, dans les banlieues en France, en Italie, en Buenos Aires. Le problème des banlieues, c'est la crise d'identité, avant tout. Et nous avons énormément des décrocheurs d'école de plus en plus. Et nous avons une très mauvaise connaissance des banlieues. On les appelle à tous les noms, que je ne vais même pas répéter. On les menace de tous les noms, que je ne veux même pas dire ce qu'ils disent, mais c'est des êtres humains, ils sont là pour des raisons, ils ont une vie. Et comment faire ça? Comment changer ce regard? Donc, la façon dont j'ai trouvé, et que ça fonctionne, sauf que j'ai fait ça avec mes moyens. Je n'ai pas pu faire ça avec les moyens des grandes fondations, ni le gouvernement ici. J'ai formé plusieurs centaines de jeunes dans les banlieues à la photographie. Avant de les former, je forme des photographes locaux qui habitent dans les banlieues comme mon assistant. Donc, ils deviennent des formateurs. Et grâce à eux, et avec eux, on forme des jeunes. Ici, un exemple, à Toulouse, quartier de Mirail. Pierre Cohen, à l'époque, le maire, qui m'invite pour faire un assessment de la ville, pour deux raisons, en disant, une part, on veut que vous nous installez des expositions dans les villes, quand vous le faites, et aussi de voir dans le banlieue, parce que Mirail, on en a ras, on ne peut plus, il tue et tout ça. Donc, je fais deux choses à Toulouse. Un, c'était de lancer ce projet pendant 6 mois, à Mirail, de former 40 jeunes à la photographie. Ces 40 jeunes, qu'est-ce qu'ils font? Donc, je veux bien m'exprimer. Ce n'est pas juste former 20 ou 40 jeunes heureux en leur donnant des appareils photo et apprendre la photographie. Ce n'est pas du tout ça. Je ne crée pas de métier photographe. S'ils deviennent après, tant mieux. Eux, ils deviennent les reporters de leur banlieue ou de leur camp réfugié.
Donc je leur fais faire des reportages précis sur la vie dans les banlieues. Cette vie, nous ne connaissons pas, même si c'est à côté. On n'a jamais vu, sauf les moments des émeutes. On ne s'intéresse jamais, on ne va jamais à banlieue de faire un vrai reportage, comment les gens y sont, comment ils vivent. Mais eux, ils le font. Leur travail, leur photographie, et parce que la façon où je les forme, c'est de vraiment, si vous allez voir, c'est de haute qualité, est exposée aux salles des illustres de mairie de Toulouse. Vous vous rendez compte? Toutes les familles maghrébines, sénégalais, ou d'Amérique du Sud, des réfugiés qui viennent vivre, voir leur enfant exposé avec un mélange de crème de toute la bourgeoisie, enfin de administration de Toulouse aussi. Parce que c'est le maire qui invite et ses conseillers régionaux. Leur travail s'est exposé dans le musée, dans le métro, dans les médiathèques et aussi dans le Mirail. Donc c'est complètement différent. Donc c'est grâce à eux, on arrive à créer ce lien social. Les journaux, ils me suivent, les télévisions, ils me suivent. Et un des interviews incroyables de jeune homme de 13 ans, que le journaliste télé, il dit quel est le meilleur chose pour vous de ce projet avec Reza. Il le regarde, il dit le meilleur qui nous est arrivé, c'est que vous, les journalistes, vous venez maintenant nous voir pour demander comment allez-vous, qu'est-ce qui se passe chez nous. Avant, ça c'est à 13 ans, il dit. Il dit avant Reza, avant ce projet, chaque fois on voulait que vous veniez voir, on devait brûler des voitures. C'est incroyable cette phrase. Il dit avant, pour que les journalistes viennent voir comment nous vivions, on devait brûler des voitures. Maintenant, grâce à ce projet, vous venez de vous-même et nous, on montre ce que nous sommes et comment nous vivons. Là, c'est dans une autre banlieue, le banlieue le plus dur de l'Europe, qui se trouve en Sicile, près de Catane, que je travaille depuis 3 ans, avec 100 enfants. Et tout pour vous dire, avant que je commence ce projet, les mafias, ils m'avaient envoyé un petit message que et si tu rentres avec un appareil photo, on tirera dessus. Et moi, j'ai envoyé un message en disant, on m'a déjà beaucoup tiré dessus. La réponse était très claire. On m'a déjà tiré beaucoup dessus, donc je viendrai faire des photos. Et là, il y a 100 enfants avec 100 appareils qui photographient toute le banlieue, que personne ne connaissait ce qu'il y avait. Là, c'est un 9-3 à Saint-Ouen. Donc ça, c'est comme je disais, c'est des projets que je menais avec mes moyens, une grande partie. Parce que c'est étrange de vous dire que depuis 20-30 ans, il y a très peu d'organisations ou des membres de gouvernement ou les fondations qui disent « Ah oui, former photographie, c'est important. » Ah, vous donnez des appareils. Je dis « Non, monsieur, je ne donne pas des appareils. Voilà ce que je fais, je les forme. » Ils deviennent reporters, ils racontent leurs histoires, on fait des expos. Après, par exemple, une chose importante qu'à Mirail on avait fait, à Mirail, il y a beaucoup des entreprises, mais qui recevaient des cailloux sur leurs fenêtres tout le temps, des jeunes de quartier. Et j'ai fait un contrat avec toutes les entreprises en disant, vous prenez un de mes élèves comme photographe de l'entreprise. Il viendrait photographier les employés, les portraits, et on fera une expo. Le garçon ou les filles qui était nommé photographe de l'entreprise est devenu le garant de sauvegarde de l'entreprise. C'était son entreprise, donc personne n'osait aller jeter des pierres. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de créer ce genre de lien que grâce à la photographie, on peut emmener. Donc ça, c'était à Saint-Ouen. J'ai fait ça à Saint-Ouen, à Châtellerault, à Dijon, à Metz, à Nancy, à 8 banlieues de France. Je fais ici. Là, c'est récemment, j'avais travaillé dans le banlieue le plus dangereux de Buenos Aires, qui s'appelle le Fort Apache. Et ici, c'est la place centrale de Buenos Aires, la place Saint-Martin, la place d'Indépendance, qui est
équivalent de Bastille ou la République de Paris. Et le banlieue où tous les Buenos Airesens, il devient blanc quand il entend le nom de ce banlieue, Fort Apache, déjà le nom. Leurs enfants, après 6 mois de formation, ils exposent leurs photographies dans le centre-ville. Toute la presse de Buenos Aires, il en parle. Les enfants, ils deviennent le garant de tous les gens de ville qui veulent visiter leur banlieue. C'est aussi ça que ça crée. C'est pas juste la photographie. Ces enfants, ils deviennent des guides. On fait des visites de banlieue, visites par les citadins qui voudraient aller dans les banlieues et rencontrer, de voir qu'est-ce qui se passe. Il y a une université qui vient. Donc c'est tout un travail social qui est derrière toutes ces formations. Évidemment, le camp de réfugiés, c'était un autre endroit que je mène beaucoup de ces formations, parce qu'un camp de réfugiés, c'est comme une ville précaire. Vous rentrez dans un camp de réfugiés, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait un tournée de tentes en demandant quel était votre métier. Parce que quand on les voit de loin dans ce camp, qu'est-ce qu'on a l'impression qu'on a de ces gens? Ah, c'est des pauvres gens, je sais pas, ou détrompez-vous, quand je passe une rangée, mais vous étiez quoi dans chaque tente? Ah, moi j'étais dentiste. Vous? Ah, moi j'étais directeur de l'université. Vous? Moi j'étais directrice de clinique. Et vous? J'étais avocat. Moi j'étais menuisier. J'étais chef d'entreprise. C'est ça les réfugiés. C'est ça ce qui se passe dans les camps de réfugiés. Ça peut arriver à nous. Le jour au lendemain. Comme moi, j'ai dû quitter l'Iran dans 3 jours. J'ai rien. Comme tous ces réfugiés qui sont obligés de quitter parce que personne ne quittera chez soi, sauf si chez soi, c'est comme l'enfer. Personne ne prendra ses enfants et emmener sur un bateau dans la mer qui peuvent... aucune mer n'acceptera ça, vous le savez très bien. Sauf si sa maison, c'est plus dangereux de ce qu'il est en train de vivre. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, pour connaître qu'est-ce que c'est le camp de réfugiés aussi, sauf, certes, nous, les professionnels, nous faisons des reportages, mais nous avons notre petite idée. Comment je vais montrer des réfugiés? Comment je vais faire? Les enfants réfugiés, ils n'ont aucun de ça. C'est comme ça que je forme aussi ces enfants à devenir photographes et raconter le camp pour nous, l'histoire de camp. Elle, par exemple, c'était une de ces femmes, ces jeunes filles violées en Rwanda, qui était dans le camp de réfugiés après le massacre Hutu-Tutsi. Elle avait eu son enfant, mais les gens de camp, ils l'avaient rejetée, elle vivait en dehors de camp. Le jour où je formais, elle avait entendu parler, elle est venue me dire « Je veux aussi être formée ». J'avais 60 élèves. Tous, ils ont dit « Non, on ne voit pas d'elle. Cet enfant est l'enfant de l'ennemi ». J'ai dit « Comment ?» Elle m'a raconté l'histoire. J'ai dit « Écoutez, puisque c'est comme ça, elle a envie d'apprendre, viens, voilà l'appareil, tu deviens mon élève. » Les autres, ils étaient effrayés. Non, j'ai dit « Voilà, ou vous voulez ça, ou j'annule la classe. » C'était une bluffe. Enfin, ça a marché. Donc, elle était acceptée dans le camp. Mais elle avait tellement de rage d'apprendre et de se montrer aux communautés qu'elle est capable, qu'elle est devenue le meilleur photographe. J'ai su qu'elle a ouvert une petite boutique photo, qu'elle fait des photos des enfants, les mariages et tout dans le camp, et elle gagne sa vie comme ça. Ça, c'était aussi une autre façon où, des fois, ça peut servir aussi pour quelqu'un de sortir de problèmes sociaux aussi. Et là, ce sont, quand je disais, j'ai passé 5 ans au Kurdistan irakien depuis 2013, et j'ai aussi formé les jeunes enfants syriens, réfugiés. Ce sont les Kurdes syriens qui étaient réfugiés en Kurdistan irakien. Et j'ai formé dans 3 camps les enfants et les filles yazidis pour raconter leur histoire. L'histoire du camp de réfugiés. Et de nouveau, ce n'est pas seulement pour ces 20 € de passer
des appareils photo et les former, mais leur travail s'est montré dans le monde entier, partout dans le monde entier. Par exemple, là, c'est Ketsen, vous voyez, des millions de gens y voient ça. Et moi, je vais exposer mon travail et j'ai exposé aussi le travail de ces enfants que vous avez vus avant. Ouais. Imaginez ces enfants de 12-15 ans et qui ont photographié le camp de réfugiés et leur photo est exposée ici, est exposée dans les universités américaines, en Irlande, paru dans Paris Match, paru dans National Geographic. Donc, raconter l'histoire des camps de réfugiés, pas par Reza ou d'autres photographes professionnels, mais par les enfants de camp. Et ça a complètement une autre valeur. De la même façon que je lance une autre façon aussi de répandre l'image, je suis à l'origine des premiers concours photo pour les enfants dans le monde et les jeunes. Donc, je lance des concours photo, pas juste pour qu'il aille faire des photos, en lui donnant les thèmes importants. On veut que les enfants du monde ils s'intéressent à l'écologie. Je lance un concours photo dont le thème c'est « J'aime la nature, je crains la pollution ». Et vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui vont aller photographier ça. Donc, une autre moyen de comment la photographie peut devenir un vecteur de l'information et d'éducation. J'ai même eu des visites de M. Guterres, qui était à l'époque, qui est secrétaire général des Nations Unies. Donc j'ai des fois pas mal des visites comme ça, imprévues, ou selon le plan qui vient. Par exemple, la photo que vous voyez, ça, j'étais en train de montrer, c'était la photo d'une petite fille de 12 ans réfugiée, après quelques semaines de formation. C'est ça un peu aussi l'impact de ça. J'ai aussi des visiteurs comme ça, un conducteur il m'appelle, on dit tu as un expo, je passe à Paris, mais personne, il faut qu'il le voie, donc je vais voir, vous le connaissez. Où j'ai été invité par la Commission européenne à Bruxelles de faire une expo de mon travail sur les réfugiés. Et au lieu de faire mon expo, j'ai dit je vais exposer le travail des enfants. Ça c'est à Bruxelles, c'est au sein du Parlement européen, de l'Europe, enfin de la Commission européenne. Ah, ça c'était ma classe dans le camp de réfugiés au début. Donc c'est comme ça que dès que j'ai les moyens avoir des appareils ou autres, je vais dans le camp et je commence à former. La deuxième fille à droite, celui qui a la tête comme ça, Maya, elle était une de ces enfants incroyablement vifs qui voulait absolument apprendre. Et parce que quand je vais les former, tous ces enfants, que ce soit dans les banlieues ou dans le camp, je dis pas, je dis, je veux vous apprendre quelque chose qui n'est pas de photographie. Ah, monsieur, pourquoi vous vous êtes fait venir? On nous a dit que vous formez la photographie. J'ai dit non, je vais vous donner un outil qui parle toutes les langues du monde et que vous pouvez montrer au monde tout ce qui est dans votre corps. Tout ce que vous voulez dire au monde, c'est ça. C'est avec ça que vous pouvez parler. Il parle toutes les langues. Et après, je monte l'appareil photo et je dis voilà, ça c'est l'outil qui va montrer le monde. Elle a pris l'appareil, elle est partie et le lendemain, le classe, on commence à 9h, elle n'était pas là. 9h30, moi je suis un prof très dur. Et vraiment, j'ai des règles dures. Comme vous voyez, c'est dans l'éducation, c'est pas que je frappe les enfants, c'est vraiment, j'ai des disciplines, je les forme à la vie, enfin, c'est pas seulement la photographie. Elle arrive à 10h devant la tente et je la interpelle, je dis, mais pourquoi tu es en retard? Elle me dit, monsieur, j'ai photographié la raison de mon retard. J'éclate de rire. Je dis, attendez, nous, on a fait aussi ce coup à tous nos profs. On a fait
tombé malade notre grand-mère 52 fois. On a fait tuer notre grand-père 6 fois. Et on connaît tout ça. Maintenant, tu veux me faire le coup en disant j'ai photographié la raison de mon retard. Ah, montre-moi. Eh bien, c'est le moment où mon éclat de rire, il passe dans le sanglot quand je vois sa photo. Et elle avait tout compris, comment la photographie peut devenir un vrai vecteur de message, de créer d'autres liens avec du monde. Et il me montre cette photo, qui dit, monsieur, mes chaussures étaient gelées dans la tente, parce qu'il fêtait l'hiver, et c'est pour ça que je suis en retard. Elle avait tout compris. Comment la photographie peut, dans une seule image, on peut raconter toute l'histoire de l'humanité. Et c'est exactement ça que je me fais depuis ces 13 ans, ce petit garçon de Tabriz, qui a compris que l'image peut devenir quelque chose d'important jusqu'à aujourd'hui, les années de torture, les exils, même plus que l'exil. 9 mois par an, je voyage. J'ai une famille, j'ai des enfants. Ils me voient seulement 3 mois par an. Vous voyez ? Tout ça, c'est un prix à payer, à donner, et je sais que... Mais finalement, c'est l'impact de tout ça qui compte. Nous étions tous impactés un jour ou l'autre par une photo, n'est-ce pas ? Dans notre mémoire, il y a des photos qui nous ont marqués. Et c'est ça qui m'importe. Ou moi, je crée ça, ou je vais former des gens qui vont créer ça. Et ça, c'est tout ce que j'ai envie de faire, je continue à faire, c'est de répandre le maximum ces formations. Les clubs photo peuvent devenir le vrai lieu de ces formations de photographie de nos banlieues. Vous voyez ce que je veux dire ? S'il y a un renouveau, réfléchir, si aujourd'hui, Monsieur le Président, M. Hollande, de déjeuner, il disait, mais où sont les gens dans le club ? Il n'y en a pas. Et moi, je réfléchis beaucoup à ça. Je dis, mais pourquoi ne pas créer ce genre de formation avec les banlieues pour ne pas... C'est facile, enfin facile, rien n'est facile dans ce monde, mais des idées, des réflexions comme ça, on peut arriver, et c'est ce que je fais. J'ai dû former des milliers d'enfants ou jeunes à la photographie. Mes photographies ont dû impacter ou impactent des gens, mes films pareils, mes livres pareils, donc je continue parce que je crois que, vous voyez, pardon, passez la photo, parce que vraiment, je suis persuadé que l'art, c'est une solution pour beaucoup de problèmes que nous avons, comme la photographie fait partie de l'art. Mais il y a une autre chose aussi qui est importante. Regardez, la prochaine. Voilà. La solution, c'est ça. C'est le cœur, c'est que chacun met de ce qu'il peut faire, c'est avoir une empathie vers l'humanité, parce que nous faisons partie de l'humanité. Parce que ce que j'ai appris dans tous mes reportages, voyages, mes rencontres, c'est que nous sommes tous liés l'un à l'autre. Les mêmes façons que toutes les cellules qui existent dans mon corps ou dans le vôtre, mais le petit cellule qui est ici, peut-être il ne sait pas qu'il est dans le même corps que le petit cellule qui est là. Mais nous sommes tous dans un seul corps. Ce corps, il s'appelle l'univers. Il y a des animaux, il y a des êtres humains, il y a la rivière, il y a tout. Et c'est ce que j'ai appris. C'est pour ça que quand je coupe un doigt, tout mon corps souffre. C'est pas seulement ça qui est coupé. C'est pour ça que quand il y a une souffrance de l'humanité au fin fond de l'Afrique, au Moyen-Orient, il y a, sans savoir pourquoi, et ça c'est vrai, il y a une montée d'utilisation de Prozac, comment on appelle ça, Prozac. Vous voyez ce que je veux dire ? De cause et effet. Il y a la guerre en Afrique, il monte. Ici, il y a, sans savoir les gens, il y a une montée de Prozac. C'est pour ça que je dis empathie, créer empathie, et aussi de savoir comment on peut l'aider l'un et l'autre. Parce que, entre nous, la vie est belle.
n'est-ce pas? Il faut œuvrer dans cette forme, il faut aller dans cette direction. Il faut que la beauté sauve l'humanité, sauve nous de danger avec l'art. Et moi, voilà ce que, humblement, depuis 40 ans, je le fais. Et je ne sais pas si je fais ça, c'est bien ou n'est pas bien. En tout cas, j'arrivais à ce que, voilà ce que je peux faire pour l'humanité humblement, avec mes moyens. Et je voudrais vraiment vous remercier pour être là et passer ce temps à écouter ça. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir. Merci.